RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour sur le plateau de Mardi politique sur France 24 et sur RFI. Et notre invité avec Véronique Rigolet et Bruno Le Maire, donc candidat à la primaire de la droite et du centre. On a vu avec vous vos propositions économiques, votre réaction sur Alstom. On va passer peut-être à tout ce qui est terrorisme. Vous dites qu'il faut une justice d'exception pour le terrorisme. Qu'est-ce qu'on fait de l'état de droit, Bruno Le Maire ? Dans une justice d'exception, on reste dans le cadre de l'état de droit. Alors, ma seule préoccupation, c'est d'assurer la protection des Français face à une menace exceptionnelle, qui bouleverse tout le monde. On a tous été totalement bouleversés par les attentats de Nice, de l'hypercacher, par ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans ma région de Normandie. La première responsabilité du chef de l'État, c'est d'assurer la protection des Français. Comment ? Si un individu est soupçonné de vouloir passer à l'acte, dans un cadre terroriste, qu'on a des indications... Soupçonné. Oui, soupçonné. Donc un fichier S. Pas simplement un fichier S, n'importe quel individu dont on sait qu'il pourrait demain, après-demain, passer à l'acte. Eh bien, de manière préventive, il faut que le juge, et je dis bien le juge, exclusivement le juge, parce que nous sommes dans un état de droit, puisse l'interpeller et l'incarcérer de manière préventive. Et s'il s'agit d'un ressortissant étranger, il doit en plus être expulsé automatiquement et immédiatement du territoire français. Oui, mais comment vous passez devant un juge sans avoir... Vous avez seulement des présomptions. Quelles preuves vous avez s'il n'y en a aucune? Mais quand vous avez tout un faisceau d'indices qui vous montrent que tel individu a consulté un site djihadiste, enfin je ne sais pas, moi je ne passe pas mes soirées à consulter des sites djihadistes, ou vous avez appelé un individu qui a lui-même déjà été condamné pour fait de terrorisme, tout ça, ça fait des indices suffisamment forts pour vous dire que cet individu ne doit pas rester en liberté. Et je l'assume totalement. Un individu qui peut être un danger pour les Français ne doit pas rester en liberté. Juger et condamner quelqu'un avant son passage à l'action, on a l'impression que c'est une justice bolchevique, hein, c'est ça? Non, on juge avant l'acte. Non, parce que vous définissez ce qu'est le délit de terrorisme. Et vous pouvez élargir ce qu'est la définition de ce délit de terrorisme. Consulter un site djihadiste. Être en communication avec des individus qui étaient condamnés pour fait de terrorisme. Allez vous occuper de la composition. Fait de vous un criminel. Fait de vous une personne qui peut être condamnée au nom du délit de terrorisme. Allez sur des sites djihadistes, il y a des journalistes qui le font, il y a peut-être des sociologues. Je vous dis faisceau d'indices. Oui, mais bon, il y a des... Faisceau d'indices, c'est-à-dire tout ce qui permettra à un juge de se dire, voilà, cet individu pourrait demain passer à l'acte. Il faut des moyens alors, pour la justice. Je pense que les moyens, on les a. Et vous voulez supprimer 500 000 fonctionnaires? Je pense que les moyens, nous les avons. Je pense simplement qu'il faut avoir le courage de dire que de manière préventive, sous le contrôle du juge, un individu qui pourrait menacer les Français doit être mis hors d'état de nuire et donc incarcéré. D'accord. Les fichiers S, peut-être, deux mots. Pas tous les fichiers S. Non, mais les fichiers S d'aujourd'hui. Sont plus de 10 000. Vous en faites quoi des fichiers S d'aujourd'hui? On ne va pas incarcérer tous les fichiers S aujourd'hui. C'est simplement lorsque nous avons suffisamment d'indices à disposition du juge, à disposition des forces de sécurité pour dire cet individu-là, demain ou après-demain, il pourrait passer à l'acte. On fait quoi? On attend qu'il passe à l'acte? Non. On l'interpelle, on l'incarcère, et s'il est étranger, on l'expulse du territoire français. Ça, c'est une des propositions que vous défendrez dans le premier débat de la primaire qui aura lieu maintenant dans une dizaine de jours. Comment vous vous y préparez d'ailleurs? Je m'y prépare très simplement, je vais vous dire, en allant courir une fois tous les 2 jours. C'est une course. En allant voir les Français, en étant très serein. Il n'y a pas besoin d'une préparation très particulière. Il faut juste savoir ce qu'on veut dire aux Français. Quel est son projet pour le pays? Moi, je veux construire avec tous ceux qui me soutiennent une France qui soit fière et une France qui soit juste et l'expliquer le plus simplement possible. Pas besoin de préparation comme pour un marathon, il suffit juste d'être soi-même. Alors on va regarder peut-être, pardon Véronique, les sondages, parce que pour vous situer un petit peu, aujourd'hui, où est votre place? Je le disais en introduisant cette émission, vous êtes le 3e homme de cette primaire, donc Alain Juppé est en tête avec 39%, Sarkozy avec 33% et vous à 13%. Donc vous êtes, vous, la départementale, coincée entre 2 autoroutes, Sarkozy, Juppé. Comment vous faites pour rattraper, pour prendre de la vitesse? Il vous
D'après ce que me disait Véronique, vous prenez peu. J'adore les routes départementales, qui réservent beaucoup de surprises, plein de détours, plein de paysages. Donc ça me va très bien d'être sur une route départementale. Vous êtes sur la Nationale 7. C'est pas encore les vacances. Non, parce que certains disent, voilà, on est sur l'autoroute et puis on est sur la bretelle et on accélère. Moi, j'aime bien les petites départementales. Vous aimez bien conduire en plus. C'est donc très c'est français. Une métaphore qui... C'est très français, les petites départementales. Et ce qui est très français aussi, c'est de toujours déjouer les pronostics. Et c'est d'être un électeur libre. Les électeurs sont libres. Laissez-les choisir. Vous verrez qu'ils surprendront leur monde. Mais il y a du lourd, Véronique, face à Bruno Le Maire, Alain Juppé. Est-ce que vous êtes toujours aussi serein de retrouver vos petits camarades et concurrents, alors que l'on voit que certains ne sont pas très tendres avec vous, et notamment le favori de cette primaire, Alain Juppé, il participait à une émission hier sur France 3, et voilà ce qu'il a dit de vous, on l'écoute. Oh, il est intelligent, il est ambitieux, ce sont des qualités. Il écrit bien. Il écrit bien, oui, c'est vrai. Le maire, il n'est pas moderne, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire. De façon assez classique et superficielle de voir les choses parfois. Une espèce d'ambition froide. On dit que je suis froid, mais je crois qu'il l'est vraiment. Voilà, pas moderne, superficiel, même s'il reconnaît que vous êtes intelligent. On oserait se demander, mais pourquoi tant d'agressivité? Est-ce que c'est parce que vous aussi, vous en appelez aux centristes? Vous avez aujourd'hui enregistré le ralliement d'Hervé Morin. C'est comme ça que vous expliquez l'agressivité à nouveau, du favori des sondages à votre rencontre, alors que vous êtes le 3e sur votre départemental. Je vais vous faire une confidence. Je ne comptais pas sur le vote d'Alain Juppé, au moins en premier tour de la primaire. Donc la déception est moindre. Donc voilà, tout ça n'est pas très surprenant. Personnellement, je ne suis en guerre contre personne. Contre personne. Oui. Je combats pour mes idées, pour mes convictions. Donc je ne vais pas dézinguer l'un, dézinguer l'autre. Je ne suis en guerre contre personne. Oui. Je livre un combat pour ce renouveau politique que les Français attendent et dont ils me disent tous, partout en France, à Bordeaux et ailleurs. Apportez-nous autre chose. Mettez-nous de l'air. Faites respirer le pays. Allez-y, monsieur le maire, foncez. Cette promesse-là, on l'a entendue des milliers de fois. Non. Mais des milliers. Oui, on est fatigué de l'entendre. On l'a peut-être entendu, mais je crois que elle n'était jamais... Prouvez-nous que vous avez que ce que vous dites aujourd'hui... Elle n'était jamais assise ni sur des actes, ni sur un projet. Les actes, je les ai faits. J'ai démissionné de la fonction publique, je ne cumule aucun mandat. Et la précision du projet, elle est sans précédent, puisque le contrat présidentiel que j'avance, aucun autre candidat à l'élection présidentielle n'allait aussi loin dans le détail de ce qu'il propose. Donc voilà, je ne suis en lutte contre personne, en combat contre personne, mais en revanche, sur mes convictions, je ne suis pas prêt à céder le moindre millimètre. Et vous êtes plutôt sur la ligne, on va dire, pour que les gens comprennent, est-ce que vous êtes sur la ligne thatchériste de Fillon, sur la ligne l'identité heureuse, campagne pépère de Juppé, ou Sarkozy, les 3 I, identité, immigration, insécurité? Je suis sur cette ligne du renouveau. Mais ça, vous ne pouvez pas sans arrêt nous ressortir à chaque fois le renouveau, le renouveau, le renouveau. C'est Bruno, c'est super chouette comme slogan. On ne peut pas me reprocher à la fois d'avoir fait un contrat présidentiel de plus de 1000 pages en disant c'est complètement indigeste, c'est illisible, il y a trop de choses, c'est trop précis, c'est trop détaillé, et en même temps me dire le renouveau c'est un slogan. Non, derrière le renouveau, il y a une volonté de transformer en profondeur le pays que les autres n'ont pas. Mais pour ça, il faudrait changer les institutions. C'est ça, c'est là où je ne comprends pas. C'est ça la vraie différence. C'est que les Français doivent bien comprendre, tous ceux qui vont voter à la primaire, qu'ils soient installés en France ou qu'ils soient installés à l'étranger. Si vous voulez continuer comme avant, prenez le duel annoncé. Ça ne changera rien à la situation du pays. Ce sera des rustines. On continuera avec les mêmes propositions, la même gestion tranquille du pays. Si vous voulez vraiment passer à autre chose, avoir un État dans lequel les emplois publics sont moins nombreux, avoir un marché du travail où vraiment les choses changent, avoir un système éducatif, on n'en a pas parlé, mais ma proposition est de transformer en profondeur le système éducatif français, opérer une vraie révolution culturelle où la voie professionnelle va être considérée comme l'égale de la voie générale. Ben, si vous voulez vraiment cette transformation, votez pour le renouveau, qui n'est pas qu'un slogan, mais un vrai projet pour le pays. On parlait de votre programme, on l'a tous eu, 4 kilos, 1000 pages, et on s'est demandé, mais quelle est l'idée force de Bruno Le Maire? Donc on a posé la question autour de nous, les gens disent, le renouveau, juste, cite-moi une mesure, personne n'est capable de le faire. C'est quoi la principale mesure du président Le Maire, mis à part cette promesse de renouveau et de changer la vie politique française? Je vous la pose à vous. Parce qu'on voudrait parler de politique étrangère. Il n'y a pas une mesure. Il y a une façon de faire la politique qui est très différente.
où on impose le changement politique avant de l'imposer aux Français, où on tient parole, où on annonce la couleur avant, où quand on dit qu'on va réduire les dépenses publiques, on dit où, comment, à quel rythme, avec quel véhicule législatif. C'est ça le renouveau. C'est rompre avec 30 années de vie politique, où les responsables de droite comme de gauche n'ont pas voulu s'engager sur un projet précis. C'est en même temps, profondément, croire dans les Français et considérer que ce n'est pas moi qui vais créer des emplois, mais les entrepreneurs. Que ce n'est pas moi qui vais transformer le système éducatif de bout en bout, mais que c'est les enseignants, les principaux de collège, les chefs d'établissement qui vont le faire. C'est tout simplement donner aux Français la liberté dont ils ont besoin pour que le pays se redresse. Bruno Le Maire, on va parler de politique étrangère. Vous dites plusieurs choses. Vous dites que la France doit reprendre son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Vous dites que l'alignement est une erreur. Mais moi, je me pose la question, sur quoi, objectivement, notre diplomatie va à l'encontre des intérêts français en suivant la politique américaine? Sur quel sujet on devrait s'opposer aujourd'hui? Moi, je ne vois pas trop. Sur la Syrie, aujourd'hui, regardez la Syrie. Les États-Unis ont-ils, d'après vous, moralement raison face à Bachar et face aux Russes de couper les relations avec Moscou? Est-ce que vous condamnez moralement la politique américaine aujourd'hui, qui en plus n'est pas interventionniste en Syrie? L'indépendance, c'est encore un slogan, non? Gaulliste. L'indépendance, c'est garder toujours présent à l'esprit la défense des intérêts français. Est-ce que c'est notre intérêt à nous, Français, de peser sur l'avenir de la Syrie? Ma réponse est oui. Parce que derrière, il y a le terrorisme. Derrière, il y a l'afflux de centaines de milliers de réfugiés, donc ça nous concerne, nous, Français, très directement. Est-ce que, deuxième question, nous pesons sur l'avenir de la Russie? La réponse est non. La réponse est non. Parce que les choix que nous avons faits depuis des années sur la Syrie, en hésitant entre Bachar el-Assad et l'État islamique, en étant incapable de savoir quel était véritablement l'ennemi, en tenant une position illisible pour nos partenaires étrangers, nous ont amenés à disparaître de la négociation. Moi, je vis comme une humiliation pour notre pays et un risque pour nos intérêts de sécurité que la question syrienne soit désormais traitée en face à face entre les États-Unis et la Russie, avec au bout du compte des milliers de personnes qui perdent la vie à Alep, des bombardements qui nous font horreur à tous et devant lesquels nous sommes totalement impuissants parce que la parole de la France n'est même plus entendue. Le rôle de la France n'est jamais de s'aligner sur un État ou sur un autre, ni sur les États-Unis. Mais vous n'avez pas répondu à ma question avant de Véronique. Bruno Le Maire, vous n'avez pas répondu à ma question. Sur quoi on devrait s'opposer aux États-Unis? Mais il ne s'agit pas, je vous le dis, de s'opposer, il s'agit de proposer. Je propose depuis 3 ans que la France prenne l'initiative d'une coalition internationale avec d'abord ses partenaires européens les plus importants. Aux États-Unis, non, mais c'est avoir une voix qui est propre. Imaginez quelle serait la situation aujourd'hui si nous avions obtenu la mise en place d'une coalition internationale sur la base de liens plus étroits avec l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Pologne, pesant sur l'avenir de la Syrie. Nous n'en serions pas à assister impuissants aux martyrs d'Alep et au bombardement de dizaines de milliers de civils comme aujourd'hui. Ce qui est scandaleux. De fait, on n'est pas dans cette position-là. Qu'est-ce que le président Le Maire, demain, fait par rapport à ce dossier syrien, par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie? Quel rôle on peut jouer si demain vous devenez président? Je continue de me battre pour une coalition internationale. Je continue d'aller réveiller nos partenaires européens, Allemagne en tête, pour leur dire nous ne pouvons pas assister impuissants au démantèlement de la Syrie et aux martyrs d'Alep. Vous savez qu'ils sont très pacifistes, vos amis allemands. Et vous savez, en 2003, j'étais aux côtés de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Nous nous sommes opposés à la guerre en Irak voulue par George Bush et les conservateurs américains. Vous pensez que lorsque nous avons pris cette position, il y avait un enthousiasme fou de la part de nos amis allemands? Il a fallu les convaincre. Il a fallu convaincre la Russie. Il a fallu convaincre d'autres partenaires européens. Là, ce que je reproche à François Hollande et à la diplomatie actuelle, c'est d'être impuissant. C'est de ne rien tenter. Qu'est-ce qui a été tenté pour avoir une coalition internationale? Rien. Qu'est-ce qui a été tenté pour réveiller nos partenaires européens? Internationale. Supposons vous arrivez à la monter. On constitue d'abord un bloc européen pour avoir le poids politique suffisant. Ça prend du temps. Ensuite, Alep n'existera plus. Ça prend du temps. C'est bien pour cela que je le réclame depuis 3 ans, Véronique Rigolet, et qu'on a perdu 3 ans. Et que si nous avions eu cette coalition, nous aurions pesé. Ensuite, il faut voir les partenaires. Vous mettez les pays arabes dedans? Oui. Bien sûr. Il faut aller voir un certain nombre de pays arabes, mettre au pied du mur nos partenaires comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pour leur dire mais vous êtes prêts à lutter avec nous
contre l'islamisme radical et contre l'État islamique. Prenez position, sortez d'ambiguïté. Il faut retrouver un lien avec la Turquie, qui est un partenaire absolument essentiel pour l'Europe demain. La Turquie n'a peut-être pas sa place dans l'Union européenne, j'en suis convaincu. Mais elle reste un État avec lequel il faut avoir une coopération étroite. Même chose dans nos relations avec l'Iran. On doit être à la manœuvre pour créer cette coalition qui doit nous permettre de peser sur la scène internationale et de desserrer l'étau entre États-Unis d'un côté, Russie de l'autre. Cet affrontement je reprends la question de Véronique. Bipolaire entre États-Unis et Russie sur le front syrien est lourd de menaces pour nous, Français. Pour la question de Véronique, de la coalition, vous faites quoi de la Russie ? Alors, je vois certains qui nous disent qu'il faut absolument maintenant passer d'un alignement complet sur les États-Unis à un alignement complet sur la Russie. Non. On doit créer notre propre espace politique avec nos alliés européens et avec des partenaires arabes. C'est possible. C'est une affaire de volonté et c'est ce qui fait le plus défaut à la diplomatie française aujourd'hui. Comment vous mettez le Qatar et l'Arabie Saoudite le dos au mur, vous dites? C'est quand même pas facile de mettre l'Arabie Saoudite le Non, mais nous le dos avons au fait mur. un choix diplomatique, Et pas comment, depuis 5 ans. Comment nous, France, on fait ça? Depuis 10 ans, pour faire de l'Arabie Saoudite et du Qatar nos partenaires principaux dans la région du Golfe, sur la base de relations strictement commerciales et économiques. Mais ça date de... Oui, ça ne date pas de François Hollande. Lors des guerres du Golfe, c'était sur des enjeux géostratégiques. Je pense que ce choix n'est pas bon pour notre pays. Il n'est et plus qu'on ne bon. peut pas dire qu'on combat l'islam politique en France et qu'on tolère la moindre ambiguïté de la part de nos partenaires du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar en tête. Il est temps d'ouvrir avec eux une vraie discussion politique pour sortir de ces ambiguïtés. Il est temps que... Parlons-en des ambiguïtés. Leur dire qu'on croit qu'on a en tout cas des faisceaux de présomption qu'ils soutiennent l'État islamique. Est-ce qu'on peut leur dire? Lorsqu'il y a eu l'effondrement de l'État libyen et qu'un certain nombre de factions islamistes ont pris des territoires en Libye et ont progressé en Libye, de quel soutien ont-elles bénéficié? Moi, je pose la question vis-à-vis de ces deux États. On parle un petit peu, il nous reste quelques minutes pour parler de l'Europe, puisque vous êtes, comme le rappelait Véronique tout à l'heure, vous êtes germanophone, germanophile, on parlait bien allemand. Ce couple franco-allemand, comment lui redonner confiance? Parce que dans le fond, les Allemands nous prennent pour des Latins qui ne gèrent pas leur compte, et nous, on les considère comme les affreux qui ont la carte bleue et qui sont d'affreux rigoristes. Comment aujourd'hui rendre confiance à ce couple franco-allemand? D'abord, ce n'est pas un défaut d'être latin. Non, mais pour eux, pour les Allemands, ça l'est. On ne tient pas nos déficits, on ne tient pas nos comptes. Voilà. Donc, être latin, je trouve que c'est une magnifique qualité. Bien sûr, mais moi, je me sens très latin. Je me mettais à la place des Allemands, là. Je me sens très latin. Et vis-à-vis de nos partenaires allemands, c'est très simple, il n'y a plus de couple franco-allemand. Un couple fictif. Vous savez, ça existe dans la vie, il y a des couples fictifs. Enfin, ça existe aussi en politique internationale. C'est un couple fictif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de relations. Et surtout plus de relations d'égal à égal. Si on veut retrouver une vraie relation avec nos amis allemands, dont je suis tellement proche, il y a une condition, c'est que la France retrouve sa puissance économique. Le jour où nous en aurons fini avec le chômage de masse, le jour où nous aurons des déficits publics qui seront contenus, le jour où nous aurons une balance commerciale extérieure qui retrouvera un peu de couleur, et là nous pourrons discuter d'égal à égal avec l'Allemagne. La France aujourd'hui, elle fait défaut à l'Europe. Ce qui manque le plus aujourd'hui à l'Europe, c'est une France qui puisse imaginer une construction politique et retrouver son poids politique. C'est pour moi une urgence absolue du prochain quinquennat. Vous pensez que le président Hollande n'a pas œuvré en ce sens, qu'il s'est perdu dans cette relation? Chômeurs de plus au mois passé, qu'on n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage, qu'on n'a obtenu aucun résultat sur les déficits vraiment satisfaisants et vraiment significatifs. Quand on a une telle inquiétude dans le pays, forcément, les Allemands vous regardent avec un mélange de condescendance et d'inquiétude, en nous se disant, tiens, la France n'est plus le partenaire qu'elle devrait être pour nous, les Allemands. Il faut être juste quand même, Bruno Le Maire, si le couple bat de l'aile, c'est parce que la chancelière ne va pas très bien non plus. Il n'y a pas que François Hollande qui se porte pas très bien. Si on creuse encore plus, il y a un problème avec le couple franco-allemand qui est devenu un couple fictif. Mais il y a une situation encore beaucoup plus grave, où la France est attendue. C'est celle de la montée des extrêmes partout en Europe. Parce que l'Europe n'est plus un projet politique. L'Europe est un ensemble d'intérêts commerciaux qui n'ont plus ni cap, ni tête, ni vision. Le rôle de la France demain, c'est de réaffirmer une vision politique pour le continent européen. C'est ça qui nous permettra de sortir de cette montée des extrêmes qui, personnellement, me préoccupe profondément.
Et ce sera pour une prochaine fois, on en parlera. Avec plaisir. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'avoir accepté donc cette invitation sur France 24 et RFI. Merci beaucoup Véronique Rigolet. Et on se retrouve très vite pour la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.